Piri kere poro. Ah, voilà. Là, j'ai l'impression que le coq a chanté. Le coq vient de chanter. Exactement, chers amis auditeurs, c'est pour vous annoncer que vous êtes bel et bien à l'écoute de la 3 fois W Radio Nabiso Kachopa. Donc, nous allons passer des moments vraiment d'une profondeur très considérable, surtout en termes de l'ouverture. Je ne veux pas plus vous parler de l'éducation, de la culture intellectuelle, mais de l'ouverture seulement, qu'on puisse seulement ouvrir les yeux. Parce que souvent, chers amis auditeurs, nous sommes leurrés parce que nous ne faisons pas attention à des très petites choses. Les détails de petites choses nous permettent de comprendre la grande sophistication. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons choisir un thème qui apparemment apparaît très simple. Parce que bon, en fait, depuis le bas âge, depuis l'école primaire, que on parle des cartes, on a eu des cours de géographie pour un peu savoir où on se retrouve. La géographie elle-même étant définie, si je me souviens, si je m'abuse pas, parce que je n'ai pas revérifié, mais je sais que la géographie est définie comme étant l'étude de la Terre. Voilà. Et l'étude de la Terre se fait par les cartes, n'est-ce pas? Ce sont des repères. Aujourd'hui, nous avons posé une question très importante de savoir si la cartographie de l'Afrique ou bien de Kachopa n'est-elle pas un facteur du néocolonialisme et de l'aliénation des fils et filles de Kachopa. J'ai pensé à cette question avec raison, après 1001 réflexions, de pouvoir chercher à voir comment est-ce que nous pouvons quitter le paradigme dans lequel nous nous retrouvons, le monde de réflexion, de la pensée, de la vision du monde dans lequel nous sommes coincés, où nous sommes assujettis à toutes les forces et nous avons la difficulté de nous manœuvrer, et de voir comment est-ce qu'on peut retrouver notre indépendance si on ne parle pas de la position par rapport à laquelle nous nous retrouvons. La position géographique. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas son pays, si on ne connaît pas l'histoire géographique du pays, l'histoire géographique de Kachopa, si on ne prend pas le temps de pouvoir revoir la cartographie de Kachopa, parce que souvent, nous raisonnons dans un contexte cartographique lié à la conférence de Berlin. Et toute notre argumentation, toutes nos projections, toutes nos planifications sont limitées, n'est-ce pas, à cette cartographie. C'est comme si l'Afrique, plutôt Kachopa, est née en 1885. Alors, là, ça pose problème. Parce que dans le sens de trouver une identité, dans le sens de pouvoir connaître l'approche définitionnelle pour se retrouver l'identité du peuple de Kachopa, afin que nous puissions chercher à nous redéfinir par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre paradigme, par rapport à notre réalité, et entrevoir un bien-être. J'éviterai le terme développement ici. Entrevoir la quête à la réalisation du bien-être du peuple de Kachopa par rapport à leur réalité. Et nous voyons souvent que lorsque nous sommes coincés, n'est-ce pas, dans cette nébuleuse de la géographie, la géophysique, la cartographie que l'on ne comprend pas bien, qui crée pratiquement des peuples artificiels, qui crée des tribus artificielles, qui crée des ethnologies artificielles, voilà. Ça pose tellement beaucoup de problèmes. Prenez seulement n'importe quelle carte
géopolitique, hydrographique de Cachopa, vous allez vous réaliser de la pertinence de ce que je parle. Et vous allez comprendre pourquoi c'était si nécessaire que l'on puisse venir avec ce sujet sur la table, le débattre. Donc, pas évident, Kanga, je ne suis pas un expert en cartographie. Je n'ai jamais fait la cartographie. Ah oui, il faut être honnête, hein, parce que quand on parle de la science, de la réalité, il faut la présenter. Je peux présenter des insuffisances parce que je ne suis pas formé. Mais la réalité est que je peux voir, je peux observer, je peux constater. Et aujourd'hui, nous voyons que la cartographie, au lieu de demeurer une science naturelle, une science qui est liée à la compréhension de la nature, mais elle est devenue pratiquement une science idéologique. C'est-à-dire, on dresse les cartes pour des raisons plus idéologiques. On décrit les pays, on décrit des continents pour des raisons idéologiques. Prenez le cas de la carte du monde que nous connaissons tous, de la position géographique des continents tels que nous les connaissons, de l'orientation nord-sud, est-ouest des continents, les uns par rapport aux autres, tels que nous les connaissons. Alors que nous pensions que c'était un phénomène naturel, lié à la géophysique, à l'observation physique, mais nous sommes finalement réalisés que c'est plus idéologique, c'est plus stratégique. On crée les cartes par rapport à de préférences stratégiques. Qu'est-ce que l'on veut contrôler, qu'est-ce que l'on veut gagner, comment on veut se positionner, comment on veut se présenter. Et voilà pourquoi nous voyons, quand vous visitez notre Facebook, Radio Nabiso Cachopa, il y a un débat qui a été posté par mon frère Swadi concernant, n'est-ce pas, ce sujet de la cartographie, où vous voyez que, par exemple, les masses de terre submergées, les grandes masses de terre que nous appelons les continents, telles que nous l'avons cru, telles que nous l'avons toujours pensé du point de vue de leur taille, nous réalisons finalement que la réalité est peut-être différente, pas assez différente, mais profondément différente. La réalité est différente et les cartes telles que nous les connaissons, la carte du monde, avec l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, et finalement qui répondent difficilement d'ailleurs aux définitions conventionnelles, parce que on aurait appris que finalement un continent c'est une très grande masse de terre submergée, qui doit être pratiquement une grande île. Mais quand on voit par exemple l'Europe, qui est un continent, en réalité n'est qu'une presqu'île de l'Asie. Alors on se pose la question, pourquoi les exceptions? Pourquoi en faire un continent alors que quand on observe, on voit que c'est une presqu'île de l'Asie? Pourquoi réduire la taille, considérablement la taille du continent de Cachopa, alors qu'on fait de la géophysique, alors qu'on devait être, n'est-ce pas, objectif en termes de la scientificité de la réalité pour représenter les choses telles que sont? Pourquoi l'Afrique, Cachopa, est-elle condensée sur toutes les cartes? Aujourd'hui, il y a encore un débat intéressant. Nos frères qui se posent la question, ils se disent que nous référons à la tradition de Cachopa, quand nous nous référons à l'approche, la vision des dons anciens, on se réalise qu'il y a un problème. Quand nous parlons par exemple de Ekipata, Égypte, dans sa vocalisation grecque, nous voyons que la basse Égypte et la haute Égypte ne répondent pas, n'est-ce pas, à l'orientation nord-sud conventionnelle que nous connaissons. Alors que la basse Égypte, dans ce terme, devait se retrouver au sud de l'Égypte actuelle, selon la cartographie mondiale. Mais la basse Égypte se retrouve au nord et la haute Égypte se retrouve au sud. Donc, le nord devient le sud devient le nord. Et finalement, il y a des penseurs qui se disent, mais écoutez, c'est simple, parce que quand l'on réalise, en fait, très simple, on voit que l'eau quitte des lieux hautes vers les lieux basses, c'est-à-dire du nord vers le sud. L'eau ne monte pas, mais l'eau descend. Donc, si l'eau descend, si l'eau coule en descendant, alors le fleuve qui quitte de l'équateur vers le sud,
mais non vers le nord, alors en ce moment-là, le nord, tel que nous le connaissons aujourd'hui, deviendra le sud et le sud deviendra le nord. Une approche purement idéologique, certains le diront, mais cependant, ça devient surprenant quand nous voyons par exemple la cartographie selon l'Australie. Les Australiens représentent, n'est-ce pas, l'Australie comme étant le centre du monde pratiquement au nord et en fait devient le sud. Et là, ça pose des problèmes. C'est comme si chacun, finalement, représente la carte par rapport à une logique idéologique que la puissance veut exprimer. Alors, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, je cherche d'ailleurs encore à revoir l'article que notre frère Souadi avait posté sur notre Facebook pour, n'est-ce pas, m'enquérir de données scientifiques pour ne pas peut-être être plus spéculatif, hein, mais donner de références, de rapports purement scientifiques vérifiables. Nous allons nous revoir, par exemple, que le continent de Cachopa a été réduit en masse, alors que le continent de Cachopa a une superficie, je crois, de 32 millions de kilomètres carrés de masse submergée. Ce qui ferait d'ailleurs, si l'on doit compiler, c'est la sommation de toute l'Europe, plus de l'Asie, plus des États-Unis, plus de l'Amérique du Nord, comme de l'Amérique du Sud, qui doivent, n'est-ce pas, être engouffrés dans Cachopa. Mais, curieusement, quand nous regardons les cartes, nous voyons que ce n'est pas cela. Vous pouvez revoir la carte, vous allez voir que la Cachopa est représentée pratiquement de la même taille que, n'est-ce pas, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Quand nous voyons un peu là où se trouve le Brésil et on regarde, on voit que Cachopa est représenté dans cette proportion. Alors on sait que toutes ces masses, quand on fait calcul simple, hein, la superficie, et on fait l'addition, on se réalise que toutes ces masses que j'ai parlé, les États-Unis, c'est-à-dire United States, la Chine, une grande partie des Indes, l'Europe de l'Est, la France, l'Italie, donc l'Europe occidentale, ne font que 30 millions 102 kilomètres carrés. Donc 30 millions 102 000 kilomètres carrés à nos comparaison avec Cachopa qui à elle seule a 32 millions, ou plutôt 30 millions 221 000. Donc il y a un écart quand même de au moins 100 000 kilomètres carrés. Malgré qu'on peut confiner tous ces pays à l'intérieur en ajoutant Madagascar qui prendra pratiquement la taille de l'Angleterre, mais on se réalise finalement que Cachopa est toujours plus grand. La question qu'on se pose, si cela est le cas, pourquoi est-ce que la science étant considérée comme étant un référentiel objectif, l'on devait s'en passer de l'objectivité quand on doit parler de Cachopa, ou bien quand on doit parler des cartes en général, de la cartographie en général. Voilà pourquoi je me suis dit, il fallait que nous puissions mettre ce sujet sur la table et réfléchir. Et surtout lorsque nous devons lier la notion de la cartographie avec l'ethnologie, les peuples qui vivent sur ces référentiels des terres, ces terres qui sont décrites, et liées surtout à leur histoire. On nous a toujours dit que ceux qui ont causé, parmi les facteurs clés, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les grandes explorations du XVIIe siècle, c'était le fait que l'Afrique, le Cachopa, était considéré comme un continent inconnu. Il n'était pas du tout connu. Alors, on devait avoir des explorateurs pour découvrir les nouveaux mondes. Hein, on est allé découvrir l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Et on devait découvrir Cachopa, alors que nous savons que finalement, quand on ouvre un peu les yeux sur ces sujets, n'est-ce pas, on voit qu'il y a des textes anciens qui nous parlent, par exemple, du fait que Cachopa, le monde était connu, hein, le monde était connu dans son ensemble. Il n'y a jamais eu un mouvement de grandes découvertes. Les anciennes cartes nous parlent de la Cachopa dans sa position, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe
de l'Antarctique dans sa définition avant même la glaciation, c'est-à-dire de la Terre qui est en dessous des glaces et de sa position exacte. Et aujourd'hui, ce n'est qu'à partir des observations par satellite qu'on se réalise que ces cartes dont on ne connaît pas, n'est-ce pas, les sources qui les a décrites parce qu'elles sont tellement vieilles, présentent une connaissance qui est assez surprenante. Et quand on voit aussi, certaines parleront même de contrôle mental, de la perception du monde. C'est que nous allons voir. Si Cachopa a été réduit en taille, cela fait que les fils de Cachopa se sentiront petits en nombre, petits en influence, et accepteront, n'est-ce pas, les positions impérialistes des autres. Pas seulement cela, si Cachopa n'était pas connu, mais nous voyons certaines anciennes cartes, datant pratiquement du XIIIe, XIVe, XVe siècle, qui nous présentent une cartographie assez élaborée, où tout le monde est connu. Vous prenez les anciennes cartes, on vous montre l'Afrique, la cuvée centrale, il y a la Confédération Congo, il y a le royaume Congo, il y a royaume entre guillemets d'ailleurs, on va en parler, il y a le royaume de Dongo, il y a le royaume de Matamba, il y a le royaume de Kassanji, il y a le royaume de Makoko. C'est bien connu. Alors la question qu'on se pose, comment est-ce qu'au XIIIe, XIVe siècle, Cachopa serait bien connu, répartis politiquement, géographiquement, et subitement, au XVIIe siècle, Cachopa devient un continent inconnu. On doit amener des explorateurs pour aller découvrir. En tout cas, moi, je me gratte la tête. Je veux assez que quelqu'un puisse venir avec des explications pour nous montrer à quoi est dû ce revirement. D'ailleurs, là, je vais préférer utiliser cette opportunité. Quelle est la clé de la manipulation dans laquelle nous nous retrouvons? Pourquoi est-ce que Cachopa ne peut pas se tenir debout aujourd'hui? Pour que nos amis auditeurs puissent quand même comprendre que dans la tradition de Cachopa, que ce soit les Mbok, que ce soit n'importe quelle tradition, les griots étaient les détenteurs, n'est-ce pas, de les connaissances historiques et aussi géographique, parce que vous avez bien entendu la façon dont on a décrit, n'est-ce pas, cette grande organisation. J'éviterai les termes ce soir, permettez-moi, le terme empire et royaume, parce que peut-être nous allons encore organiser d'autres émissions pour en débattre. Parce que maintenant, nous allons remettre tout sur la table. Il n'y a aucune pierre qui ne peut être permise à ne pas être retournée. Nous allons tout retourner parce que nous voulons redevenir nous-mêmes. Nous allons retourner parce que nous voulons nous connaître en profondeur. Nous allons retourner parce que nous voulons refuser à être des spéculateurs philosophiques, discuter sur des philosophies qui vont nous prendre des longueurs de journée alors que la réalité est à l'extérieur. Pourquoi ne pas seulement sortir dehors et voir ce qui est là? Le Cachopa dont nous parlons n'est pas une réalité qui est en dehors de cette planète. C'est pas quelque chose qui était quelque part projeté de l'autre côté de la galaxie ou bien de la Voie lactée. Mais Cachopa est là avec nous. Nous pouvons aller sur Cachopa, nous pouvons vérifier. Voilà pourquoi, pour que nous puissions déjouer, n'est-ce pas, cette logique de la spéculative qui crée, n'est-ce pas, des fanatiques aveugles qui ne comprennent rien, qui prennent le coton et s'engouffrent dans leurs oreilles et qui refusent de réfléchir parce que ils ont adhéré à une telle ou autre sensibilité. Non. Sur la radio sur Cachopa, nous sommes dit, nous allons suivre la tradition de nos ancêtres qui demandent que tout se discute, qui nous ont dit tout doit être mis sur la table et retourné. Voilà. Vous avez vu, au travers de la chanson, il est clair que le griot présente, il a une cartographie de ce qu'est le royaume, l'organisation du Mali. Et je tiens à le préciser, ceci se fait au XIIIe siècle. Suivez-moi très bien, chers amis auditeurs, c'est très important. Nous sommes au XIIIe siècle, la première constitution qui est même le prélat, si on peut dire, même peut-être pas même le prélat, plus amélioré que le droit, le droit humain.
plus que comment on appelle ça encore, la Convention du droit, du droit international de l'homme, je sais pas, le concept m'a échappé, mais ça va revenir. Bien élaboré pour montrer le niveau de culture et de civilisation que le Mali à l'époque avait. Mais le Mali connaissait exactement son étendue. Il peut être débattu. Donc, le Cachopa occidental n'était pas un continent qui n'était pas connu. Pour ceux qui peuvent être encore nostalgiques des connaissances classiques de l'histoire que nous avons apprise à l'école. Donc, le XVIIe siècle n'est pas le siècle de lumière, comme on l'a dit, le XVIe siècle, excusez-moi, où on est allé de grandes inventions, conquérir, découvrir le monde, découvrir la terre qui existait déjà, découvrir les continents qui étaient déjà connus. Ça serait vraiment une contradiction. Nous savons que lorsque Colomb est arrivé, ça c'est en termes de parenthèse, il est arrivé aux États-Unis, mais il a trouvé des vestiges qui prouvent qu'il n'était pas le premier. Il a trouvé des vestiges qui prouvent exactement qu'il y avait des transactions de longue date entre Cachopa et le frère de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas, l'histoire du roi Mali, de Mali, le nom m'échappe, il va revenir. Comment est-ce que je perds toujours son nom chaque fois que je veux? Kanka Moussa. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Kanka Moussa, nous sommes pratiquement au Xe siècle. On va voir que Kanka Moussa avait organisé des expéditions, des grandes expéditions vers les frères de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire vers les Amériques. Et il y a de preuves, il y a des textes qu'on a retrouvés chez les prêtres Inca, les prêtres Maya, qui célèbrent l'arrivée du fils du soleil et qui le décrivent, qui n'est pas de la race blanche. Kato n'était pas de la race blanche. Il est décrit comme étant, dans sa majesté, brûlé tout noir parce qu'étant brûlé par un soleil vif. Donc je pense que ce sont des éléments qui nous amènent pas seulement à reconstruire l'histoire. Il y a un livre qui est sorti récemment, They Got There Before Columbus, pour dire que Christophe Colomb n'est pas le premier, il n'a rien découvert. Il faut qu'on puisse retirer ça des livres d'histoire qu'il a découvert les Amériques, parce que c'était déjà un monde qui était connu depuis très 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 longtemps. C'était une colonie de Cachopa depuis très 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 longtemps, et il y avait des relations commerciaux, des relations diplomatiques qui existaient depuis très très longtemps. Revenons à la cartographie. Donc je voulais seulement insinuer ici que la cartographie était connue. Mais quand nous parlons des cartes, directement, cela nous amène à parler de la notion des peuples qui habitent sur ces espaces bien décrites. Et là, je pense que c'est là où nous allons ensemble réfléchir. Et je veux demander à ce que vraiment ceux qui veulent bien appeler à par notre Skype ou bien le numéro de téléphone que j'ai déjà donné ici. Je ne sais pas si je dois le répéter. Je demanderai à ce que les gens ne puissent pas être mous. J'ai beaucoup de choses à dire, oui, c'est vrai, mais je vais aimer en tout cas que nous puissions ensemble évoluer, parler n'est-ce pas, de cette situation. Notre numéro de téléphone, c'est 0044 20 32 89 66 25. Voilà. Pour revenir à la cartographie, je voulais seulement, ensemble, n'est-ce pas, par une logique très simple, que nous puissions voir que le siècle des Lumières, les grandes découvertes, ne sont que des leurres des livres d'histoire. Ça n'a pas existé en réalité, parce qu'en réalité, tous les peuples connaissaient leur terre. Et même l'Occident, il y a des cartes qui datent même de la période des Ptolémées, c'est-à-dire avant la nouvelle époque romaine, ou communément appelée la naissance de Jésus-Christ. Avant cette ère, il y a des anciennes cartes qui décrivent le contour de Cachopa, qui c'est bien connu. Il y a même des cartes plus anciennes que cela, citées par Platon, par Homère, par Socrate, qui sont des anciennes cartes du monde et où tout était connu. Alors, on se posait la question, la découverte, et le continent de Cachopa est devenu un continent noir, c'est-à-dire méconnu. Par quel miracle?
Au XIIIe siècle, il est connu. Au XIIe siècle, il est connu. Curieusement, au XVIe siècle, il n'est plus connu. Au XVIe siècle, on doit envoyer des explorateurs. Au XIXe siècle, on doit envoyer des explorateurs. Moi, je pense que cela doit nous ramener, comme d'ailleurs beaucoup de penseurs l'ont dit avant nous, Patrice Emery Lumumba, en tout cas l'a dit, que nous devons réécrire notre histoire. Et nous devons réécrire notre histoire avec, n'est-ce pas, notre paramètres, avec nos paramètres, n'est-ce pas, avec notre prisme culturel, avec notre prisme culturel, comme je l'ai dit, et avec notre paradigme. Autrement, nous allons répéter l'histoire fausse qui nous a été imposée, l'histoire de peuple. Parce que, même du point de vue ethnographique, ethnologique, de la façon on nous a défini en termes de tribus. Il paraît qu'il y a telle tribu qui font partie de tel groupe, et finalement, la colonisation devient, n'est-ce pas, une bénédiction, l'œuvre civilisatrice, où les philanthropes, des gens animés de très bonnes intentions, les gens animés de bonne foi de l'Europe, se sont réunis par pitié des fils de Kachopa, parce qu'ils les aiment bien, d'ailleurs. Chez le Sato. Ils les aiment bien, alors ils doivent venir les civiliser, ils doivent venir les rassembler, parce qu'il paraît que ces gens, ils s'est tapés chaque jour, ces gens, ils s'est tués chaque jour, ils s'est mangés même, on le dit. Alors, si on les laisse, comme ça, ils vont tous s'entremanger, il n'y aura plus de gens sur Kachopa, il faut quand même avoir pitié de ce pauvre sauvage. Quelle ironie! Quelle ironie, parce que on voit très bien que Kachopa était très organisé, avec des entités politico-spirituelles et je dirais même scientifiques très organisées. Je cherche à éviter à tout prix le terme royaume, parce que finalement, c'est un terme qu'on a utilisé, qu'on utilise d'ailleurs pour plus nous diviser, parce qu'on nous classifie en termes de tribus, il paraît, les tribus Congo, les tribus Luba, je suis en Afrique centrale, hein. On va peut-être aller vers le nord après. Mais quand on commence à analyser de près, on voit l'ancienne cartographie, on se réalise que ces réalités-là semblent être des contes qu'il faut revoir. On se pose la question, que font les historiens, que font les géographes? Comprend quand même, parce que ils ont été formés dans le paradigme occidental, ils ne peuvent en tout cas rien faire que répéter machinalement tout ce qu'ils ont appris. En tout cas, c'est l'insulte. Ce n'est pas une négation, hein. Ou bien je ne sais pas diminuer Kalkassi, moi-même je suis pas grand. Mais une observation seulement aujourd'hui avec l'internet. D'ailleurs, je salue ici un vieux, un aîné que j'aime et que j'apprécie beaucoup. C'est le professeur Bilolo qui dit, écoutez, aujourd'hui, avec l'Internet, avec toutes les cartes qu'on est en train de mettre, ça permet même aux éminences en histoire et en archéologie, en géographie, de pouvoir poser des questions fondamentales et de pouvoir avancer pour comprendre que finalement, beaucoup de choses que nous avons apprises, ce sont des futilités qui ne tiennent pas debout. Il paraît qu'il y a eu des royaumes en Afrique qui sont des futilités qui ne répondent pas à notre culture. Peut-être il y a eu des cercles initiatiques qui répondent, n'est-ce pas, à la logique fractale de la constitution de la civilisation de Kachopa, qui veut que l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. Tout ce qui est grand est aussi petit. Est-ce qu'on doit appeler ça des royaumes et des tribus? Non, mais quand on voit les cercles initiatiques où une coloration, une partie du monde, une énergie est développée, bon, on ne sait pas si on doit appeler ça une tribu. Mais ce sont des prémices que je suis en train de lancer comme cela. Je demande un débat ouvert avec tous les amis, parce que finalement c'est devenu la clé des divisions. Nous célébrons l'œuvre de philanthropiques entre guillemets qui ont eu pitié de nos ancêtres entre guillemets parce qu'ils s'entre-mangeaient, ils étaient trop anthropophagistes, paraît-il, alors qu'il n'y a pas de preuves jusque-là. Peut-être que si vous voulez trouver des preuves comme cela, il faut peut-être aller en Espagne, hein. Dans les grottes là, on a trouvé que finalement l'anthropophagisme c'était une pratique qui était plus liée à la race euro-asiatique. Et la viande n'était pas seulement consommée pour question de survie, mais il y avait le goût. Ça, c'est pas un pays qui l'affirme quand même, soyons quand même sérieux, c'est pas un pays qui l'affirme, mais ça, c'est partout, c'est reconnu. Donc, pour revenir à notre
et à la cartographie. Aujourd'hui, quand nous parlons de ces grandes entités, de grands cercles d'initiation, avec aujourd'hui le fils de Cacioppa résonne plus selon la cartographie de Berlin. 1884-85, on établit une nouvelle cartographie de Cacioppa. Et moi, je ne parle même pas de l'établissement. Je me suis dit en réfléchissant que mais ça serait quand même aller trop bas dire qu'on a établi une cartographie pour Cacioppa. On a fait un projet. On a lancé un plan, une idée de la nouvelle cartographie. Et cette cartographie s'est réalisée de vingtaines d'années, de trentaines d'années après. Parce que pour avoir, par exemple, la cartographie de l'État indépendant du Congo, dans sa forme actuelle, qui est devenue la République démocratique, il paraît, la République démocratique du Congo, il fallait attendre jusqu'à 1910, pratiquement, hein, pour que l'on puisse subjuguer tous les peuples et les contraindre, n'est-ce pas, au pouvoir impérialiste de la Belgique. C'est pas une insulte, c'est de l'histoire. Donc, c'était un plan, c'était une idée qui a été conçue en 1885. Il fallait attendre jusqu'à pratiquement 1910, que ce soit pour le Congo Kinshasa comme pour le Congo Angola, parce qu'il y a eu des bagarres, il y a eu des guerres avec les peuples Mbundu jusqu'à 1910, qui ne faisaient pas, qu'on ne pouvait pas associer, n'est-ce pas, à la fédération telle qu'établie. Donc, nous allons voir que la cartographie actuelle que nous utilisons chaque jour et à laquelle nous référons lorsque nous réfléchissons, quand quelqu'un parle par exemple de l'Éthiopie, on parle de l'Éthiopie, on voit l'Éthiopie là à côté au nord-est, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie d'aujourd'hui, qu'on a appelé, que les Romains appelaient l'Abyssinie. Mais souvent on fait, je dirais pas semblant, on ne se réalise pas que finalement lorsqu'on parlait de l'Éthiopie ou bien de Cacioppa, on faisait allusion à tout le continent de Cacioppa. Et est-ce que ce n'est pas qu'il affirme? Non, parce que il y a des cartes qui vous montrent que, par exemple, la cuvette centrale était appelée l'Éthiopie centrale. Et quand nous voyons l'océan Atlantique du côté du Congo, Angola, Congo-Brazzaville, vous allez Guinée-Bissau et Guinée équatoriale, ainsi de suite. C'était appelé la mer de l'Éthiopie. Mais si c'est la mer de l'Éthiopie, l'Éthiopie se trouve à l'est, nous sommes en Occident. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous débarrasser de cette cartographie lorsque nous voulons parler, n'est-ce pas, de choses inhérentes à Cacioppa. Nous ne pouvons plus parler des choses qui sont inhérentes à notre histoire, référer à l'Éthiopie comme étant la partie orientale, nord-est de Cacioppa. Ça serait une aberration grave. C'est de l'histoire, parce qu'à ce moment-là, nous sommes en train de nous voir nous-mêmes par rapport au verre, par rapport aux lunettes de la conférence de Berlin. Et là, nous sommes en train de servir la conférence de Berlin. Et nous sommes en train pratiquement de donner raison pour dire que, par exemple, le Congo, comme l'avait si bien affirmé le roi Baudouin Ier de Belgique en 1960, pour ne citer que lui, que c'était l'œuvre civilisatrice de Léopold II. Génie de Léopold a rassemblé des tribus qui se combattaient mutuellement par pitié qu'ils allaient s'exterminer et s'entremanger. Il fallait les rassembler, les pacifier, créer l'État indépendant du Congo. Mais la réalité nous dit, finalement, c'est faux. Parce que, même dans les livres d'histoire, les livres de géographie que nous avons étudiés dans la formation classique, quand on parle du Congo, on parle plus dans l'histoire du Royaume Congo, de l'Empire Lunda, de l'Empire Loba, de Kuba, peut-être de Songé, et puis de l'Empire du Royaume de Mwenda Bayeke. Mais quand ça, c'est la formation de l'histoire et de la géographie quand on est en République démocratique du Congo. Mais quand nous allons en Angola, quand on se retrouve en Angola, on trouve une autre version. On se pose, mais finalement, deux pays qui ont été séparés, qui ont été divorcés par la force, et on retrouve deux histoires qui s'entremarient pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous retrouvons le Congo, la Confédération du Congo, nous retrouvons la Confédération des Dongo, nous retrouvons la Confédération des Matamba qui montent
jusqu'au cœur de la République démocratique du Congo, nous retrouvons la confédération des Kassangi qui monte jusque dans la province orientale aujourd'hui. Mais comment est-ce que les Congolais ne connaissent pas cela? Et nous allons voir qu'en contradiction avec l'histoire qui nous a été enseignée, le peuple qu'on appelle les Ngala, c'est une question que je me pose. Et sont-ils pas appariés aux Zimbangala, aux Mangala, parce que du royaume des Kassangi, parce que du point de vue, si nous analysons la phonétique des mots, là, nous réalisons que la racine reste la même. Kassa, qui signifie quelqu'un qui est en mouvement, qui est bouillant, Kassa, comme on le dit chez nous. Quand on dit, en lingala, moi, on a Kassa, c'est-à-dire c'est un enfant turbulent, il a le sang chaud. Nous avons Kassangi, les mots, l'endroit où les gens sont bouillants par l'énergie, le Nji, l'énergie universelle. Et de Kassangi, nous retrouvons un peuple guerrier qu'on a appelé les Imbangala, qui étaient curieusement des peuples nomades. Et finalement, quand nous prenons le royaume de Makoko, dans la cartographie ancienne, ça part pratiquement, n'est-ce pas, de la côte occidentale jusque dans ce que nous appellerons aujourd'hui pratiquement l'Ouganda et le Soudan. Le Soudan pratiquement l'Ouganda. Mais cette cartographie est totalement différente de ce que nous connaissons. Cette répartition de choses est tellement différente. Et aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui pensent que c'était des peuples différents et qui ont été rassemblés par la philanthropie colonisatrice, on se réalise qu'une fois qu'on jette seulement l'œil sur la cartographie, pas la cartographie trop ancienne, hein, bien sûr certains diront, mais cette cartographie elle-même a été érigée par les Occidentaux. Oui, on ne refuse pas. Et c'est là où se pose réellement la question. Il y a une cartographie occidentale, mais il y a aussi la rhétorique ancestrale, n'est-ce pas? J'étais très content de pouvoir suivre un frère qui parlait pratiquement d'autre chose. Et j'ai dit vraiment Dieu merci parce que son intention n'était pas de parler de la tradition ni de la cartographie, mais plutôt il rendait hommage à un artiste qui venait de nous quitter. Un grand artiste congolais, Emene Amubiala Kwamambu. Notre frère de l'Allemagne, dont je parlais, non, je pense que c'est Kusanika. Quand il en parlait, il faisait les éloges et finalement il est arrivé quelque part, il a parlé de peuple Mpende. Il est un peu de faire la rhétorique, expliquer que les Mpende sont en Angola, à Luanda, on les appelle les Mbundu, et les Mpende sont au Congo, ils parlent de Kimpende. Et il y a une histoire pour expliquer comment ils sont partis de l'Angola pour arriver au Congo. Et cette histoire, curieusement, quand on essaie un peu de revisiter les annales de l'histoire, ça s'effectue entre le 16e, le 15e et le 16e siècle, après l'arrivée des Portugais. Et il s'est fait que quand on fait une analyse, quand on fait une lecture de l'organisation la confédération de Dondo et de Kassangi, on retrouve cette histoire. Alors, on se posera la question pour ceux qui pensent que le peuple était différent, que les Mpende du Congo sont différents des Ambundu de l'Angola, alors qu'historiquement, c'est une narration qui explique l'espace de terre, comment a été organisé et le déplacement causé par les fluctuations de la rencontre des civilisations. Donc voilà pourquoi, pour nous qui pensons que Kachopa doit redéfinir sa nouvelle philosophie, l'approche des choses, son nouveau paradigme. Et cela doit passer aussi par la revisitation de la cartographie. Nous devons refaire une nouvelle cartographie qui doit répondre à notre prisme culturel. Et c'est dans ce moment-là que nous serons en mesure de nous redéfinir par rapport à nous-mêmes. Parce que là, pour quelqu'un qui se réfère aux frontières de la colonisation, ou n'est pas le rejeter, mais en gardant le sous-bassement, qui est que le peuple existant de part et d'autre de ces frontières sont des peuples par inhérence, c'est-à-dire par unité, par divergence aux autres, tombent dans le piège.
totalement dans le piège, parce que les mêmes Péndés sont même au Kasaï, au Congo. Et mon frère, en tout cas, je salue, je suis en train de chercher son numéro. S'il aura la chance de pouvoir écouter cette émission, qu'il puisse intervenir, ou bien qu'il puisse appeler Ndompe Vitakanga, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit développer ensemble, parlant de ce peuple qui pratiquement se retrouve dans un espace tellement grande, c'est-à-dire nous avons la confédération de Matamba, la confédération de Kassanji qui monte pratiquement jusque du côté de la province orientale, et les Makoko qui couvrent au-dessus, et toutes ces organisations répondaient à une autre idéologie, pas idéologie de la différenciation du point de vue, n'est-ce pas, de la substance, qui sont de peuples différents, qui n'ont rien à voir, et qui s'entretuaient, qui étaient anthropophages entre eux. Mais nous allons voir plutôt que la bellicatie, la guerre est venue avec l'intervention extérieure. Peut-être on dira que nous attaquons un peu trop le contact des civilisations, mais ce n'est pas seulement une pensée que Ndompe Vitakanga et les autres fils de Kachopa qui pensent que Kachopa est unique, est un, partage. Mais nous allons voir que la peur, même du système mondial aujourd'hui, c'est tout justement cette rencontre des civilisations. Imaginons qu'une civilisation extraterrestre plus avancée que nous, là, je ne suis pas dans la rêverie, hein, je suis sérieux, je suis vraiment sérieux, une civilisation extraterrestre plus avancée que nous puisse entrer en collision avec la civilisation développée sur la planète Terre, quelles seront les conséquences? Et si cette civilisation, c'est au cas où elle tomberait, ça verrait qu'elle soit une civilisation belliqueuse. Donc voilà autant de questions qui feront que finalement, nos petites différences peuvent peut-être tomber, mais ça peut aussi s'agrandir. Donc, pour revenir à la question de la cartographie, moi je pense que c'est une question très importante que nous devons visiter en profondeur pour être en mesure de pouvoir nous connaître en profondeur. L'historien de l'histoire, de la réflexion, pour que nous puissions comprendre que si nous nous mettons en mouvement pour commencer à faire une nouvelle cartographie, les écoles, par nous-mêmes, qui répondent à notre paradigme, nous sommes très, très loin de pouvoir sortir du gouffre dans lequel nous sommes tombés, quelles que soient les spéculations que nous allons avancer. Et peut-être prochainement, on va aussi parler de l'ethnographie, même le peuple et leur langue, hein, pour que nous puissions, n'est-ce pas, pourtant mieux cerner. Parce que comme vous le savez, je pense que personne n'est censé ignorer que parmi les fléaux qui détruisent Kachopa aujourd'hui, il y a le micro-tribalisme qui est pratiquement un des fléaux le plus dangereux, un de cancer le plus virulent qui est en train de, n'est-ce pas, de terrasser Kachopa et qui est d'ailleurs utilisé par toutes sortes de puissances, hein, que ce soit les puissances occidentales, excusez-moi, comme les puissances locales. On utilise toujours ce facteur de différenciation pour pouvoir manipuler les peuples. Alors que quand nous nous référons au prisme de Kachopa, on commence à revoir les choses, les peuples, leur langue, la façon dont ils parlent. On voit un peu leur histoire, leur emplacement, leur motivation, n'est-ce pas, de déplacement, de mouvement migratoire. Nous n'y retrouvons pas de raisons économiques ou bien de raisons d'hégémonie, de conquête, comme d'ailleurs les autres civilisations. Chaque civilisation a sa particularité, bien sûr, d'ailleurs. Et voilà pourquoi j'ai dit, dès le départ, j'ai refusé le concept d'empereur, d'empire, parce qu'il y a toujours cette idée derrière de conquête d'un général qui fait la guerre, qui veut conquérir les autres. Et je pense que ça tombe rarement, n'est-ce pas, dans le paradigme de Kachopa. Bien que c'est un sujet à débattre, il y a certains qui penseront qu'en tout cas, il y a eu vraiment cette logique expansionniste de pouvoir conquérir, subjuguer les autres, bien sûr, ça sont des affirmations souvent sans preuve. Et là, nous voyons que nous refusons facilement rejeter ce concept. Cherchons de trouver notre terrain pour pouvoir revoir, réfléchir en ce qui concerne l'organisation des deux peuples sur Kachopa avant la rencontre des civilisations, pendant la rencontre des civilisations et après la rencontre des civilisations, c'est-à-dire pendant la période toute je vais dire encore le terme noir, toute décadente.
on a remodelé, on a repensé la cachopa par les Occidentaux et recréé le cachopa qu'on a proposé, n'est-ce pas? Proposé, c'est même trop peu. Je pense imposé. Voilà, c'est le terme qu'on a imposé de force aux fils de cachopa qui sont contraints à pouvoir débattre parce que étant, n'est-ce pas, adeptes de la religion qui est venue, n'est-ce pas, avec ses pensées idéologiques. Ici, quand je parle de la religion, je ne vois pas la religion en termes de religion révélée, mais je pense la religion en termes de culture scientifique, de culture, de pensée. Parce que finalement, la science est devenue une religion. Hein. Il y a des préceptes qui sont établis, on doit y croire. Et sans pour autant trop réfléchir. Quand on cherche de pouvoir traverser ou bien pouvoir casser les barrières rigides hein, de compréhension scientifique, entre guillemets, même pseudo-scientifique, on est rapidement écarté et on dérange. On peut trouver des faits qui sont des réalités, qui confirment la réalité, c'est-à-dire le peuple Chokwe, et puis il est au Congo, il est Angola, il est au Congo Kinshasa, le Pendé, il est au Congo Angola, il est au Congo Kinshasa. Ça sont des faits. Les faits ne peuvent pas quand même être faux et spéculation être vraies. Voilà pourquoi je parle plus d'une religion. La science qui se pourrait prendre comme une religion avec des dogmes bien établis, des axiomes qu'on refuse de pouvoir déblayer. Alors moi j'ai dit alors finalement à cette science-là, à cette religion, parce que la renaissance de Cachopa ne peut se faire sans pour autant que nous puissions retourner chaque pierre, comme je l'ai dit au début de cette émission. Chaque pierre de Cachopa va être retournée pour que nous puissions voir, nous puissions nous renouer, nous pouvons nous reconnecter avec notre monde, notre façon de faire, notre perception de nous par rapport à nous-mêmes, et c'est peut-être une direction que Cachopa peut espérer vaincre, n'est-ce pas, cette lutte qui nous est imposée, n'est-ce pas, par le système mondialiste et le système capitaliste à outrance avec les corporations et les banques et consorts qui en n'est-ce pas, cette façon de faire cette logique parce que les institutions sont financées par eux, les pensées sont financées par eux, les pensées qui dérangent, on les écarte directement, et elles ne sont plus financées, elles ne vont pas voir le jour, doivent disparaître, mais avec la volonté aussi, avec la bonne volonté, nous pouvons aussi dire que on peut faire face, hein, parce que ça ne demande pas toujours de l'argent comme on le croit. Bien sûr, on ne peut pas s'en passer. C'est un système malheureusement qui a été imposé sur nous et qui doit être combattu et enlevé. Voilà, ça doit être enlevé un jour, mais nous peut-être d'une manière par un processus. Nous devrons arriver à enlever tout le système monétaire, financier qui est en train de suffoquer la réalité, la véritable science qui est la science, c'est quoi? Mais c'est pratiquement l'étude de la réalité qui est devant nous. Et cette réalité ne peut pas être fausse, comme je l'ai dit, au détriment des spéculations qui doivent être vraies. Donc, la cartographie, comme je l'ai dit, c'est une chose très importante. Et les fils de Cachopa doivent d'abord, au-delà de cette cartographie qui nous est imposée par la conférence de Berlin, comme j'ai dit, c'est une cartographie qui a été conçue, pensée, réalisée et projetée par la conférence de Berlin et qui a eu, n'est-ce pas, sa cours de vie pour jusqu'à arriver à la maturation, c'est-à-dire à la matérialisation, avec des garde-fous très forts qui disent qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas remodeler Cachopa par rapport à nous-mêmes comme nous le voulons. Celui qui veut remodeler, elle doit être diabolisé, c'est un diable, ainsi de suite. Mais cependant, nous devons comprendre une chose, que pour arriver à remodeler, à vaincre toutes les barrières et les aberrations qui sont imposées dans nos têtes, nous devons d'abord nous connaître en profondeur. Nous devons éviter des sujets tabous sur lesquels on ne peut pas tabler, citer, discuter clairement, comme la tradition de nos ancêtres le demandent avec les Kinshasa. Il faut être là, partager l'énergie de la maison ensemble, l'énergie postulée et toute
entité, tout citoyen de la maison doit jouir. Et voilà pourquoi je pense que aujourd'hui, cette cartographie qui nous est imposée est tellement dangereuse dans toutes ses formes parce qu'elle est stratégique, elle est militaire. Aujourd'hui, si nous devons nous battre avec l'Occident, il devait y avoir une guerre avec la cartographie que nous avons en tête, que l'Europe est au nord de Cachopa, par exemple. Nous allons orienter, n'est-ce pas, nos armements vers le nord, alors que nous allons frapper vers le sud. Nous n'aurons aucune chance, n'est-ce pas, de pouvoir résister. Donc, c'est pour des raisons purement militaires et des raisons d'exploitation. Les États, tels que l'État indépendant du Congo, qui est né un État indépendant dès sa naissance, indépendant par rapport à qui, par rapport à quoi? Une question, la même chose que l'indépendance des États-Unis. Je ne vois pas un groupe d'envahisseurs qui envahissent une terre étrangère, qui détruisent les populations autochtones et demandent l'indépendance. L'indépendance, chers amis, et je pense que c'est une propriété de propriétaires. Il n'y a que les propriétaires. Il y a aussi que les propriétaires connaissent mieux la maison que, n'est-ce pas, ceux qui viennent prendre possession ou bien contrôle. Voilà pourquoi il est une obligation morale, même une impérative à ce que nous puissions refaire les cartes du point de vue historique d'abord, pour que nous puissions mieux nous comprendre, pour que nous puissions mieux comprendre les forces en présence qui nous ont précédés. Après les avoir localisés, cela nous permettra de comprendre leur fonctionnement. C'est à nous de pouvoir définir si c'était des royaumes. Je pense vraiment à tout ce qui a été l'oligarchie ou bien la monocratie. Je ne pense pas que c'était la logique de nos ancêtres. Le roi était pratiquement un fou mou, c'était un pont entre le divin et le physique. Il est un serviteur. Le pharaon, bien que ça n'a pas existé en termes réels, en tant que mot utilisé, mais qui représentait la grande maison, était le serviteur de Ra. C'était le premier serviteur. En opposition avec le roi n'est pas un serviteur, le roi, c'est celui qu'on sert. Alors, je ne sais pas si nous allons les appeler de royaume, mais comme je parlais à un ami, je me dis que les mots représentent une réalité. Et si la réalité n'a pas existé dans un environnement socio-culturel, alors ce mot ne peut pas avoir de sens. Il faut aller puiser dans la réalité de la société, la réalité liée à la culture de fils de Kama, pour que nous puissions avoir des mots appropriés pour décrire nos organisations politiques. C'est comme aujourd'hui, on parlerait de la démocratie, de la dictature, qui est l'antithèse de la dictature. La dictature est tellement mauvaise, elle est diabolique, ainsi de suite, alors que le paradigme occidental, même du point de vue religieux, est basé sur la dictature, un dictateur qu'on ne vote pas. Mais finalement, la dictature est bonne pour les gens. Et elle est mauvaise quand il s'agit de l'approche, la spiritualité divine. Est-ce que c'est la même logique chez les fils de Cachopa? Est-ce que nous devons utiliser le concept de dictature pour définir nos systèmes d'organisation socio-politique du futur? Est-ce que nous devons parler du fédéralisme, par exemple? Est-ce que l'arbre est fédéral? Ce sont des questions que je me pose. Mais pourtant, l'arbre a des entités. Chaque branche est une entité autonome. Mais est-ce que c'est fédéral? Du fédéralisme, je ne sais pas. Et je pense que nous devons venir. C'est comme si les fils de Cachopa, nous sommes tellement bercés dans un sommeil que nous paralysons, n'est-ce pas, notre cerveau à ne pas être à mesure de concevoir des pensées uniques. Merci peut-être à des jeunes penseurs comme Fumutoto. Bien sûr, chacun a ses positifs et ses négatifs. Mais quand même, du point de vue de la pensée, c'est quelqu'un qui vient avec un courant de pensée. Et on a besoin des courants de pensée sur Cachopa, un peu partout, pour que nous puissions être à mesure de nous voir d'une manière la plus objective que possible. C'est ainsi que nous pouvons projeter une société qui sera à mesure de pouvoir faire face aux défis qui nous sont imposés par l'environnement. Les défis ne peuvent pas disparaître par la prière, parce que les autres sont là. Les autres cultures sont là. C'est à nous de pouvoir créer notre espace, mais on crée notre espace comment? Lorsqu'on se connaît.
Voilà pourquoi le problème de la cartographie est important. Les gens me diront, mais c'est un problème résolu parce que quand même la cartographie actuelle est représentative. Hein? Mais elle est représentative avec combien de difficultés? Elle nous a créé combien de chambardements? Elle provoque des guerres par-ci, là, à droite, qui permet aux manipateurs, pas qui provoque les guerres. Je vais refaire ma phrase. Pas qui provoque la guerre, mais qui permet aux manipulateurs de pouvoir provoquer la guerre en utilisant les émotions à gauche et à droite qui sont les résultantes de l'injustice commise par cette cartographie que nous défendons pour dire que les frontières héritées de la colonisation sont inviolables. C'est comme si c'est une phrase qui est tombée du ciel, écrite dans la Bible et qui est irrévocable. On aurait même pensé un jour que pour justifier ce genre d'argumentaire, on dirait que Dieu a dit. Parce que souvent avec l'Africain, avec le fils de Kachopa, pour la meilleure façon de le paradiser, connaissant qu'il est très ouvert, très sensible à la spiritualité, il faut introduire des notions liées à l'imaginaire, des notions liées à la spiritualité. Dieu a dit, c'est fini, Dieu a dit, bon, alors là on s'était... on désarme, on ne peut plus aller vers la quête du bien-être et de l'épanouissement social dont chaque peuple a le droit de pouvoir jouir. Nous comprenons qu'on ne peut pas avancer. Kachopa n'avancera jamais. En tout cas, peut-être certaines penseront que c'est du pessimisme. Si nous ne donnons pas le nœud qui est à nos chevilles, l'aliénation, si l'aliénation n'est pas enlevée, nous sommes toujours tournés en rond parce qu'on est là en train de regarder ce que l'autre a fait et d'essayer un peu de tricher, de mimiquer comme de petits mental déséquilibré. Et en fin de compte, on se réalise qu'on suit la pensée de l'autre et on se retrouve dans la poche. Ça a toujours été le cas. Je pense que c'est le temps. C'est que, en tout cas, ça me fait plaisir quand il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent tout au long de la semaine pour me poser des questions, pour débattre ensemble sur des sujets parfois très difficiles. Cela est un signe que nous quittons le monde de la religiosité et de la foi, où on doit tout croire, faire confiance absolue. C'est ça même la croyance. Je fais confiance absolue que Ndompé ne peut pas mentir. Oui, peut-être Ndompé ne peut pas mentir, mais il peut se tromper. Mais si je lui ai fait confiance, c'est en échange de rien qu'il s'est trompé quand même. Voilà pourquoi il faut vérifier. Voilà pourquoi il faut avoir cet esprit de confronter la réalité, comme d'ailleurs Fumkimbangu, hein, ce grand prophète de Kachopa, grand fils digne de Kachopa central, nous a exhorté de faire. C'est-à-dire de revoir les choses pour attraper le mensonge seulement là où il a été accouché, par celui qui l'a mené. Or là, nous constatons premièrement qu'il n'y a pas eu de grande découverte. C'est une fausseté qu'on a enlevée dans l'histoire. Tout était connu depuis très longtemps. Mais il y a peut-être une grande manipulation, où il y a eu un remis en moule. On a refait les choses pour lui donner une autre coloration, bien sûr liée à l'idéologie, cette idéologie de l'impérialisme, de la conquête de l'autre, de subjuguer l'autre. Et c'est exactement là où nous nous retrouvons. Alors que tous les preuves, les indices historiques montrent que il n'y a pas eu de conquête. Et il y a même beaucoup d'histoires auxquelles nous croyons. Et on a parlé des cartes. Personne ne peut se dire en toute innocence que l'Afrique, telle que nous la voyons sur les cartes, même les photos satellites sont toujours tordues. On doit tordre les angles pour, n'est-ce pas, redonner une forme qui semble présenter une Afrique petite. Hein, par rapport aux autres ensembles et agrandir les autres. Et cela, c'est bien sûr une idéologie machiavélique pour, n'est-ce pas, contraindre le fils de Kachopa à pouvoir rester là où ils sont, alors que le fils de Kachopa ne présente pas aucune terreur, aucune crainte pour les autres. Parce qu'une Kachopa forte, je pense que ça permettra à notre humanité de pouvoir s'émanciper. Nous ne pouvons pas
accepter que l'on puisse considérer, que nous puissions applaudir le fait que nous représentons un danger. Ce fait, nous devons rester sous-développés, nous devons rester sous la domination. Et là, c'est vraiment très dangereux. Donc voilà pourquoi nous avons amené cette émission ce soir, pour que nous puissions ensemble repenser, revisiter la cartographie qui nous est imposée. Une cartographie qui est fausse. Ça t'a résumé. La taille de l'Afrique fausse. Une cartographie liée à notre histoire qui est fausse, qui nous a fait croire que l'Afrique jusqu'au XVIe siècle, c'était un continent inconnu, alors que tout était connu, toutes les organisations dans leur potentialité connue. Et quand nous voyons, par exemple, comme je l'ai dit, du point de vue classique, l'histoire qui est étudiée en République démocratique du Congo présente les royaumes que quand vous allez à gauche, c'est-à-dire à l'est ou à l'ouest, quand vous étudiez la même histoire dans les annales de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angola, vous retrouvez notre histoire d'autres royaumes. On ne nous a jamais parlé du royaume de Kassanji, on ne nous a jamais parlé du royaume de Matamba, on ne nous a jamais parlé du royaume de Dongo, on nous a très parlé du royaume de Makoko, et alors que ça représente l'ancienne cartographie qui nous explique l'unicité de ce que nous étions et non la diversité. Que j'étais pour que, chers amis auditeurs, nous puissions tous nous mettre à l'œuvre de la recherche et surtout minimiser cette faiblesse ou bien cette approche d'excuse qui veut à ce que l'on puisse trouver des excuses, mais il n'y en a pas. Oh, mais écoutez, je vais pas aller vous voir ces cartes, mais c'est tracées par les Occidentaux. Il n'y a pas seulement les Occidentaux qui ont tracé les cartes anciennes. J'ai parlé de Ptolomée, et c'est là vous êtes sur Katoupa. On parle de Ibn Battuta, qui est un arabe qui n'a pas seulement, n'est-ce pas, décrit Katoupa du nord tout en restant en Égypte, mais qui a parcouru beaucoup de régions pour parler de peuplades qu'il a rencontrées. Voilà pourquoi j'ai dit que le continent, jusque pratiquement au XIIIe siècle, était très bien connu. On savait exactement où était qui. Où se retrouver. Mais curieusement, au XVIe, XVIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle pratiquement un blackout, si on peut dire cela, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dirais, amnésie, pas coup d'amnésie. Mais finalement, la est devenu un continent méconnu. On a commencé à avoir des explorateurs pour découvrir des choses que tout le monde connaissait depuis longtemps. Voilà, peut-être qu'on peut parler peut-être de la classification des connaissances qui étaient perdues, peut-être découvertes. Mais comme mon frère Cabon vient de le dire, on découvre les choses lorsqu'on est étranger à l'endroit, les autochtones, comment est-ce on peut découvrir quelque chose pour eux. C'est comme s'ils étaient tous aveugles. Et il y a même de beaucoup de notions, comme je l'ai dit au départ, liées à la cartographie, la façon dont nous concevons les tribus. Aujourd'hui, on nous parle que, voilà, au Congo par exemple, excusez du Congo parce que c'est le pays que je connais mieux comme étant ressortissant. Je pense que s'il y avait un frère qui est ressortissant du Ghana ou bien qui est ressortissant de la Azania, il aurait peut-être pu utiliser d'autres exemples, mais tous les exemples, je pense que nous amènent vers une comme ça, parce que c'est le même plan qui a été appliqué partout avec le même résultat, aux mêmes causes, il y a toujours les mêmes effets, hein. Donc je pense que c'est cela. Alors vous allez voir qu'on se retrouve avec de regroupements qui sont nommés par rapport à l'ethnographie et à la sociologie occidentale, et finalement on utilise cela comme un élément de diffusion. Il y a un pays comme le Congo devient multinational avec plusieurs nations, soi-disant, avec des définitions que l'on ne comprend pas, alors que ces éléments de différence sont utilisés pour la division et pour le contrôle. Et si nous voulons vaincre les cartels financiers et les banques qui manipulent le monde au travers, plutôt l'élite mondiale qui manipule le monde au travers de cartels financiers, c'est la bonne direction. Oui, je crois. Nous devons connaître tout cela. C'est ainsi que nous allons recouvrir notre point fort. Je pense que c'est la semaine prochaine, c'est de cela dont nous allons parler. Et...
24. Restez branchés.